Bonjour Boris Cyrulnik, derrière l'homme, j'allais dire à l'origine de l'homme que vous êtes devenu, il y a le petit Boris, le petit enfant juif, le survivant de la Shoah, dont vous avez raconté le cheminement, notamment dans Sauve-toi, la vie t'appelle, ce livre que vous avez publié en 2012. Un récit bouleversant, un récit tragique de l'itinéraire de ce petit enfant évadé de la rafle des Juifs bordelais, caché et sauvé par des justes. Eh bien, pour faire peut-être un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, Boris Cyrulnik, est-ce que ce n'était pas quelque part le premier confinement que vous avez vécu et que d'autres comme vous ont vécu à l'époque? Mais bien sûr. Ce confinement qui m'a sauvé la vie était une agression psychique. C'est-à-dire que les justes... je me suis évadé de la synagogue de Bordeaux, qui était transformée en prison, mais j'aurais pas été loin, j'avais 6 ans et demi. Donc ce sont des justes qui ont pris le relais et qui m'ont caché. Mais j'avais un nom qui me cachait, je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit d'aller à l'école. C'est-à-dire parce que j'étais pisté, paraît-il, et j'aurais été arrêté. Alors que d'autres enfants juifs allaient à l'école sous un faux nom, mais pas moi. Pas d'autres. Et dans ce confinement, j'ai été sécurisé par les justes qui me cachaient, notamment la famille Farge et d'autres, mais je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas aller à l'école, donc je n'avais pas de petits copains, donc j'avais une altération de mon développement psychologique, j'étais très en retard à la libération. Et vous expliquez d'ailleurs dans ce livre, je voulais le rappeler aussi, et vous l'avez su un peu avant la publication de ce livre en 2012, que c'est votre mère qui vous avait sauvé à l'époque. C'est une cascade de gens. En ayant, vous dites, une attitude héroïque. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps que ma mère m'avait placé dans une pension la veille de son arrestation. Donc elle devait savoir qu'elle risquait ou qu'elle allait être arrêtée. Et pour que je ne sois pas arrêté avec elle, elle m'avait placé dans cette pension. Mais elle était très pauvre et elle n'avait pas dû payer beaucoup de mois ou de semaines d'avance. Et la dame qui faisait pension m'a placé à l'assistance publique. Donc ma mère, effectivement, m'a sauvé en me mettant dans une pension. Mais ce qui m'a sauvé aussi, c'est qu'en me mettant à l'assistance publique, un des responsables de l'époque était le frère de Marguerite Farge qui a été me chercher à l'assistance et m'a caché chez elle. Donc c'est une cascade de sauveurs que j'ai eue. Alors les leçons que vous avez tirées de cette période, Boris Cyrulnik, peuvent-elles s'appliquer à la crise sanitaire que nous vivons? Oui, c'est pas tellement les leçons de ce que j'ai subi pendant la guerre, c'est les travaux scientifiques. Alors, ce que j'ai subi pendant la guerre m'a motivé à faire ce curieux métier qu'on appelle psychiatrie et m'a motivé ma réflexion sur l'enfance isolée. Et sur la résilience après. Et ensuite, donc, sur la résilience, c'est-à-dire comment faire pour se remettre à vivre après un fracas pareil au cours de la petite enfance, parce que quand j'étais enfant, et quand la sœur de ma mère m'a retrouvé longtemps après la guerre, j'entendais dire c'est pas la peine qu'il fasse des études, il n'a pas de famille, il faut qu'il aille dans une ferme et qu'il se débrouille comme ça. Or très tôt j'ai eu envie de faire des études, mais le système social ne m'aidait pas, ne me permettait pas. Et donc aujourd'hui encore, je suis en rage quand j'entends dire regardez cet enfant, regardez de quel milieu il vient, de quel quartier il vient, donc c'est pas la peine de l'aider. Et c'est ce que j'ai entendu, donc ça me touche personnellement. J'ai voulu travailler sur la résilience qui maintenant est très bien rentrée dans toutes les cultures. Alors, ça vous touche et ça a participé de votre, on va dire, combat quotidien. C'est ça. Mais la motivation a été mon enfance. Mais le combat, ce sont des travaux scientifiques. Il y a une résilience, il y a une altération neuronale du cerveau quand l'enfant est isolé. Il y a une résilience neuronale qu'on peut photographier aujourd'hui en neuroimagerie, qu'on peut doser aujourd'hui en neurobiologie. Il y a une résilience affective avec des tests
comportementaux et verbaux qui montrent comment un enfant apprend à aimer quand il est entouré par des gens sécurisants et aimants. Il y a une résilience socio-culturelle qui montre comment la culture, la religion, les récits sociaux, les organisations sociales facilitent la reprise d'un développement ou l'entravent. Alors, partant de là, quel conseil vous donnez aux gens qui nous écoutent, aux Français, pour gérer le confinement ? Alors, on est contraint, même raisonnement que la question que vous m'avez posée sur mon enfance, même raisonnement, le confinement nous sauve physiquement, mais nous agresse psychiquement. Donc, pour affronter cette épreuve, il faut chercher au fond de soi ce qui marche bien et l'adapter à ce milieu de confinement qui va durer encore quelques semaines. Donc l'adaptation, c'est la plongée intérieure. Qu'est-ce qui marche bien encore au fond de moi alors que je ne peux plus me distraire ou sortir ? Eh bien, c'est la lecture, c'est par bonheur la télévision, Internet, le téléphone qui permet de garder un contact verbal, Internet qui montre que des gens ont un talent incroyable pour l'humour. Parce que l'humour est un mécanisme de défense précieux dans une circonstance où on est tellement agressé. C'est surtout l'affection, envoyer des messages affectueux aux gens qu'on aime, à notre famille bien sûr, mais à nos amis aussi. Et vous dites aussi, je vous ai lu, je vous ai entendu récemment, vous dites c'est aussi la réflexion. Et la réflexion est importante parce que c'est une contrainte à comprendre. Et le sens qu'on donne aux choses modifie la manière dont on les éprouve. Par exemple, moi, quand j'étais confiné pendant la guerre, ça n'avait pas de sens. Je savais pas que j'étais juif, je l'ai appris le jour de mon arrestation. C'est ce jour-là que j'ai appris que j'étais juif, mais je savais pas ce que ça impliquait d'être juif. Puisque mes parents, ma famille avait déjà disparu, soit dans l'armée française, soit déjà à Auschwitz ou dans la résistance, donc il n'y avait plus de juifs autour de moi. Donc ça n'avait pas de sens, et je me suis adapté à ce comportement, à cet isolement affectif et social par des comportements auto-centrés, comme on le voit chez les enfants roumains qui ont été isolés par la politique criminelle de Ceausescu. Si un prisonnier est isolé dans une cellule de 9 ou 10 mètres carrés avec 3 ou 4 autres prisonniers, le sens qu'il donne à cet isolement, c'est une punition. Donc il en veut aux gens qui le côtoient dans la même cellule que lui, et il en veut à la société qu'il a puni et il a isolé. Et si, en revanche, la famille Charpak est arrivée en France dans les années d'après-guerre et logée à 6 dans un logement, je crois me rappeler que c'était de 9 ou 10 mètres carrés. Donc la famille Charpak, vous faites allusion au prix Nobel, Georges Charpak. Et Charpak raconte que son père, à 4 heures du matin, se lavait au robinet de cette petite pièce. Sa mère cousait jusqu'à 1 heure du matin et les 4 enfants dormaient par terre sous l'évier et près de la machine à coudre. Et tous ces enfants ont repris un bon développement et Charpak nous a même donné un brillant prix Nobel à la France qui a métamorphosé la culture mondiale. Et il dit qu'il garde de cet épisode un moment difficile sur le plan matériel, mais chaleureux sur le plan affectif et sensé, parce que ses parents lui disaient « on a la chance d'être en France où on a fui les pogroms ukrainiens, et en France, nos enfants pourront aller à l'école, alors qu'en Russie, en Ukraine ou en Pologne, il y avait un numerus clausus qui empêchait beaucoup de juifs d'aller à l'école. Donc on a de la chance d'être en France, même si on est reclus dans une pièce minuscule. Donc c'est pas tellement le réel qui importe, c'est le sens qu'on donne au réel et qui change la manière dont on éprouve le réel. Mais alors, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le confinement, cela peut aussi provoquer, d'après ce que vous dites à l'instant, des problèmes intrafamiliaux, ce confinement. Alors, si la famille fonctionne bien, ça va renforcer les liens, parce que les parents vont inventer
des concours de dessin, des soirs à la veillée, des commentaires après un film. Il paraît que maintenant qu'on achète moins de plats cuisinés, les parents se remettent à faire de la vraie cuisine, bien plus goûteuse et bien plus saine. Donc ça va renforcer le lien, c'est un activateur d'attachement. Mais s'il y a un problème familial qui n'a pas eu le temps d'être résolu, eh bien le confinement va aggraver ce problème-là en créant la situation des prisonniers où chacun déteste son voisin. Et déjà, l'OCDE a signalé une augmentation des maltraitances des enfants, maltraitances des femmes, plus rarement maltraitance des hommes, dont on ne parle jamais parce que c'est plus rare que la maltraitance contre les enfants et contre les femmes, mais ça existe plus qu'on le croit. Et ces familles-là sont très malheureuses, elles sont même torturées sexuellement, brutalement et verbalement, et là, il y aura des décompensations psychologiques. Alors, dans cette crise sanitaire, comme c'est le cas à chaque crise, il y a son lot de héros et de salauds. Parmi les salauds, on va dire même les crapules que l'on voit réémerger dans le cadre de cette crise du coronavirus, il y a Alain Soral qui a posté hier une vidéo antisémite sur son site. Je vais citer ses propos. C'est donc Alain Soral qui parle. Je vais quand même citer les gens qui ont en charge la médecine d'État. Nous avons Lévy, Buzyn, Hirsch, Deray, Jacob, Salomon. Je veux dire, c'est la liste de Schindler. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de propos? C'est effrayant et ridicule d'être bête et méchant à ce point. Il ne faut pas oublier que quand le nazisme a démarré, c'était une minorité d'Allemands. Quand Germaine Tilly, aux élections de 1929, il y avait 2,9% des Allemands qui étaient nazis et tout le monde riait tellement la théorie nazie leur paraissait ridicule. Comme je l'ai fait à l'instant, tellement cette phrase m'a paru ridicule. Et j'ai tort de rire parce que 10 ans après, 33% des Allemands votaient pour Hitler et un jeu diplomatique donnait le pouvoir à Hitler. Et quelques années après, l'emballement médiatique dirigé par Hitler, le cinéma, les réunions, fait que une très grande partie de la population de ce peuple cultivé avait adhéré à ces théories ridicules. Ces théories ridicules de cette recherche du bouc émissaire que l'on voit de nouveau jaillir aujourd'hui. Alors ça, c'est autre chose. C'est que la théorie est ridicule. J'ai pas lu tout Mein Kampf, mais j'ai lu quelques pages. C'est incroyable qu'un peuple cultivé, c'était le peuple le plus cultivé d'Occident. C'est incroyable qu'un peuple cultivé ait pu gober des âneries pareilles. Alors ça, c'est le fait qu'une théorie conne peut très bien réussir. En revanche, le bouc émissaire, c'est un peu autre chose. Ça, c'est la théorie de René Girard à laquelle j'adhère, c'est-à-dire que lorsqu'on a un ennemi visible, on peut s'associer, l'affronter, se soumettre, le combattre, le séduire. On a des stratégies comportementales pour affronter l'ennemi. Quand l'ennemi est invisible, on ne sait pas d'où vient le mal. Et dans ce cas, on va chercher au fond de soi un fantasme qui va expliquer qui est responsable de ma souffrance. Au Moyen-Âge, chaque fois qu'une récolte était mauvaise, chaque fois qu'il y avait une épidémie de choléra parce que l'eau était polluée, on accusait les Juifs. Et c'était suivi d'un pogrom. Parce que les Juifs étant minoritaires et ayant des comportements étranges, soit parce que leur religion leur donnait des rituels différents, soit parce que le christianisme devenu antisémite, il ne faut pas oublier que pendant 4 siècles, les chrétiens ont été appelés juifs jusqu'au concile de Nicée. C'est-à-dire qu'on disait que Ponce Pilate parlait des chrétiens en tant que secte juive. Et c'est seulement à partir du concile de Nicée que les deux religions se sont séparées. Et l'antisémitisme chrétien obligeait les juifs à porter sur eux des marques jaunes, des chapeaux pointus, parce qu'un noir ne peut pas cacher qu'il est noir. C'est le racisme. Alors qu'un juif, s'il ne dit pas qu'il est juif ou si on ne marque on pas ne le son sait pas corps, forcément. on le sait forcément pas.
si on marque pas son corps avec une étoile jaune ou avec un chapeau jaune, on peut pas savoir qu'il est juif. Alors, donc il faut un repère. Dernière question. Et là, on a le phénomène du bouc émissaire qui existe quand l'ennemi est invisible. Et à ce moment-là, le phénomène du bouc émissaire ajoute du malheur au malheur. Dernière question, Boris Cyrulnik. Le coronavirus, cette crise que nous vivons, pose aussi la question du rapport à la vie et à la mort. Vous écrivez dans Sauve-toi, la vie t'appelle, la mort s'inscrit dans la mémoire et devient un nouvel organisateur du développement. Est-ce à dire, c'est peut-être un raccourci, mais je vous pose quand même la question, est-ce à dire qu'il y aura un avant et un après coronavirus ? Mais bien sûr, il y a eu toujours un avant et un après épidémie. C'est-à-dire que dans la condition humaine, il y a régulièrement des épidémies, parce que depuis le néolithique, il y a des épidémies, puisque on est sédentaire, on accumule les denrées, les parasites se mettent dedans, les rats, les virus, les bactéries se mettent dedans, et régulièrement, il y a des épidémies de bactéries, des choléras, de peste bubère. Le XVIIe siècle, il y avait eu toute une série de pestes noires, donc c'est un phénomène régulier. Et on constate que, après chaque épidémie, il y a un changement culturel. Parce qu'il y a beaucoup de morts et parce que ça nous oblige à chercher à comprendre pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne se renouvelle plus. Donc je pense que quand le virus sera mort, parce qu'il finit toujours par mourir, on fera le bilan des dégâts, des morts, des ruines, des dettes des États, et on cherchera à ce moment-là à réorganiser une autre manière de vivre ensemble, parce que si on remet en place les mêmes manières de vivre ensemble, c'est-à-dire l'accumulation des biens et la mobilité sociale, eh bien, dans 1 an ou 2, il y aura une nouvelle épidémie. Merci en tout cas, Boris Cyrulnik, d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve tout de suite avec Sophie Cluzel. À tout de suite.